J'étais sur le perron de la maison de campagne, une tasse de thé qui refroidissait entre mes mains, quand j'ai entendu le bruit caractéristique d'une voiture qui remontait le chemin de gravier. Je n'attendais personne. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme en costume descendre d'un véhicule officiel, une mallette en cuir sous le bras. Mon cœur a fait un bond. C'était un huissier de justice. À ce moment-là, j'ignorais encore que l'enveloppe scellée qu'il portait contenait la preuve irréfutable que mon gendre Thomas, celui que j'avais accueilli comme un fils, avait tenté de me voler l'appartement que Laurent, mon défunt mari, avait bâti à la sueur de son front pendant des décennies. La lettre du notaire que j'avais reçue quelques jours auparavant n'était pas une erreur administrative. C'était la partie émergée d'un iceberg de trahison si profonde que je refuse encore d'y croire, même des mois après que tout soit rentré dans l'ordre. Je suis ravie que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire. Je veux savoir où elle en est. Mais permettez-moi de revenir au début, car pour comprendre l'ampleur de la trahison de Thomas, il faut savoir qui j'étais avant que tout cela n'arrive. Je m'appelle Sylvie, j'ai 58 ans, et pendant 35 ans, j'ai été mariée à Laurent, un homme d'une intégrité irréprochable. Nous nous sommes rencontrés jeunes, avons construit notre vie ensemble, pierre par pierre, et à la naissance de notre fille unique, Céline, nous étions la famille que tout le monde enviait. Laurent était ingénieur civil, et j'étais professeur de lettres dans un lycée parisien. Nous n'étions pas riches, mais nous avions ce qu'il nous fallait. L'appartement de la rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement, a été acheté au prix de grands sacrifices, alors que Céline n'avait que 3 ans. Laurent a économisé le moindre sou, a travaillé sur des projets supplémentaires le week-end, et finalement, nous avons réussi à offrir à notre fille la stabilité d'un véritable foyer parisien. Cet appartement n'était pas qu'un simple bien immobilier. Il était le symbole de tout ce que nous avions accompli. Chaque pièce évoquait des souvenirs d'anniversaire, de dîners en famille et de soirées passées à lire dans le salon, les fenêtres ouvertes sur le boulevard. Quand Céline a rencontré Thomas, j'ai cru qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un de digne d'elle. Avocat, cultivé, issu d'une famille respectable de Lyon, il traitait ma fille avec une tendresse qui me réchauffait le cœur. Plus encore, Thomas me témoignait une déférence particulière. À chaque dîner, il apportait des fleurs, prenait des nouvelles de mes élèves, écoutait attentivement Laurent parler de ses projets d'ingénieur. Il m'appelait « belle maman » avec une affection sincère. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai assisté à leur mariage lors d'une magnifique cérémonie en Provence, et j'ai versé des larmes de joie quand Laurent a prononcé son discours émouvant, leur souhaitant une vie aussi heureuse que la nôtre. À ce moment-là, j'ignorais que j'étais en train d'embrasser un serpent. Il y a 1 an et demi, mon monde s'est effondré. Laurent a eu un terrible accident de voiture sur l'autoroute A6 alors qu'il rentrait d'une réunion à Auxerre. L'appel de l'hôpital est arrivé à 3 heures du matin, et quand je suis arrivée, il était trop tard. Il était mort sur le coup, m'ont annoncé les médecins, avec une certaine compassion. Mais aucune compassion ne peut apaiser la douleur de perdre celui avec qui on a partagé plus de la moitié de sa vie. Les mois qui ont suivi ont été un véritable cauchemar de chagrin. J'avais du mal à me lever, à manger. L'appartement, autrefois si plein de vie et imprégné de la présence de Laurent, était devenu un mausolée silencieux où chaque objet me rappelait celui que j'avais perdu. C'est dans ce moment de profonde fragilité que Thomas est devenu mon sauveur. Du moins, c'est ainsi qu'il s'est présenté. Céline était enceinte de 6 mois lorsque Laurent est décédé, et je ne voulais pas être un fardeau pour elle, dans une période aussi délicate. Thomas a perçu mon hésitation et a immédiatement proposé de s'occuper de tout. Il venait à l'appartement presque tous les jours, apportait des repas préparés, veillait à ce que je mange, et surtout, il s'est proposé de gérer toutes les formalités administratives liées à un décès.
Et Dieu sait qu'il y a énormément de paperasse en France lorsqu'une personne décède. Acte notarié, déclaration de succession, transfert de compte bancaire, mise à jour des titres de propriété. C'était une montagne de paperasse que je n'avais tout simplement pas la force émotionnelle d'affronter. Thomas insistait sur le fait qu'en tant qu'avocat, il serait bien plus efficace que je lui donne une procuration pour tout gérer à ma place. Il m'expliquait qu'ainsi, je n'aurais pas à me rendre personnellement à des dizaines de rendez-vous chez le notaire et dans les administrations, qu'il pourrait signer les documents pour moi, que tout serait plus rapide et moins pénible. Sur le moment, cela me parut un acte de pure générosité. J'étais submergée par le chagrin, incapable de réfléchir clairement. Et voilà que mon gendre, le père du futur petit enfant de Laurent, me proposait de prendre ce fardeau en charge. J'ai signé la procuration sans hésiter. J'ai signé tout ce qu'il m'a présenté. Je lui ai remis les clés du coffre où Laurent conservait tous les documents importants, les titres de propriété de l'appartement, les certificats d'investissement, absolument tout. Ce jour-là, Thomas m'a serré dans ses bras et m'a dit de ne m'inquiéter de rien, qu'il prendrait soin de moi comme si j'étais sa propre mère. Je l'ai cru sur parole. Après la naissance de mon petit-fils Pierre, Thomas m'a suggéré de passer quelques jours dans la maison de campagne de ses parents, en Dordogne. Il soutenait que l'air pur, la tranquillité de la campagne, loin des souvenirs douloureux de l'appartement parisien, m'aiderait à surmonter mon deuil. Céline a accepté avec enthousiasme, affirmant que cela me ferait du bien d'avoir le temps de réfléchir, de respirer, de commencer à guérir. Ils ont promis de venir me voir régulièrement avec le bébé. Et là encore, cela me paraissait raisonnable, voire tendre. J'étais épuisée émotionnellement, et l'idée de me réveiller chaque jour dans cet appartement vide, où chaque recoin criait l'absence de Laurent, m'était insupportable. Alors j'ai fait mes valises, et je suis partie. J'ai passé 4 mois en Dordogne, au rythme d'une routine paisible faite de promenades matinales, de lectures interminables et de tentatives pour redonner un sens à ma vie. Ce que j'ignorais, ce que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes pires cauchemars, c'est que pendant ces 4 mois d'absence, Thomas était à Paris, mettant à exécution un plan méticuleusement calculé pour me dépouiller. Il a utilisé la procuration que j'avais signée de bonne foi pour accéder à des documents auxquels il n'aurait pas dû avoir accès, pour falsifier ma signature sur des papiers que je n'ai jamais vus, afin d'initier un transfert de propriété frauduleux de l'appartement de la rue de la Pompe. Il a engagé un faussaire pour créer des documents d'apparence authentique, dont une prétendue déclaration de ma part dans laquelle je souhaitais lui céder l'appartement à titre de don, en remerciement des soins qu'il m'avait prodigués durant mon deuil. Son audace était sidérante, sa cruauté l'était encore plus. La découverte fut purement fortuite, et je me demande parfois ce qui se serait passé si cette lettre n'était pas arrivée. C'était un matin de mai. J'étais dans la cuisine de la maison de campagne, en train de préparer le café, quand j'ai entendu le facteur déposer le courrier dans la boîte aux lettres. Parmi les factures d'eau et les publicités, il y avait une enveloppe officielle du notaire Maître Dubois, celui-là même qui s'était occupé de la succession de Laurent. Je l'ai ouverte sans trop y prêter attention, imaginant qu'il s'agissait d'un simple document de routine lié à la procédure de succession. Le contenu de la lettre m'a immédiatement interpellée. Maître Dubois, dans un français impeccable et formel, m'informait avoir reçu une demande inhabituelle du cabinet d'avocats de Thomas, sollicitant la communication des documents originaux relatifs à l'appartement de la rue de la Pompe, au motif que j'aurais décidé d'en céder la propriété à mon gendre. Le notaire, qui connaissait Laurent et moi depuis plus de 20 ans, trouva la situation suffisamment étrange pour me contacter directement avant de poursuivre. Il écrivit que, bien que les documents présentés semblassent en règle, notamment une procuration et des déclarations censées être signées de ma main, il jugeait prudent de confirmer personnellement mes intentions avant d'autoriser une transaction d'une telle importance. J'ai relu la lettre 3 fois, refusant d'admettre ce qui se lisait sous mes yeux. Transférer l'appartement à Thomas ?
Je n'y avais même jamais pensé. Cet appartement était l'héritage de Céline, le legs que Laurent avait laissé à notre fille et notre petit-fils. Pourquoi donnerais-je un bien d'une valeur de plus d'1 million d'euros à mon gendre? La procuration que j'avais signée ne visait qu'à simplifier les formalités successorales, pas à lui donner carte blanche sur mes biens. Une vague de nausée m'a envahi. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli déchirer la lettre. J'ai immédiatement téléphoné au bureau de Maître Dubois. La secrétaire m'a passé son interlocuteur. Et lorsque je me suis présentée, le notaire est resté silencieux un instant avant de parler. Il m'a dit être soulagé par mon appel, car son intuition était juste. Il m'a demandé de venir à son bureau à Paris au plus vite, muni de mes documents personnels. Je lui ai répondu que je serais là le lendemain. J'ai raccroché et suis restée assise des heures durant, dans la cuisine de cette maison de campagne, le regard dans le vide, essayant de comprendre comment j'en étais arrivée là. L'homme que j'avais accueilli dans ma famille, que j'avais embrassé au mariage de ma fille, à qui j'avais confié la vie de mon unique enfant, était en train de me voler. Non seulement de me voler, mais de le faire alors que j'étais vulnérable, anéantie par la perte de Laurent, isolée à la campagne, sous couvert de bienveillance. La douleur initiale de la découverte se mua rapidement en autre chose. Ce n'était pas du désespoir. C'était une lucidité glaçante, une fureur si pure et si concentrée qu'elle me surprit. Je n'étais pas vengeresse de nature. J'avais passé ma vie à enseigner Molière et Racine à des adolescents, croyant en la bonté humaine, en la justice, en l'intégrité. Mais à cet instant précis, en lisant cette lettre, quelque chose en moi changea fondamentalement. Thomas avait misé sur ma fragilité, ma confiance aveugle, ma souffrance. Il avait calculé que je serais facile à manipuler, que j'étais trop brisée pour m'en apercevoir, trop accaparée par ma souffrance pour y prêter attention. Ce qu'il ignorait, c'est que la douleur peut forger l'acier. Et j'étais sur le point de devenir inébranlable. Le lendemain, j'ai pris le premier train pour Paris. Je suis arrivée à l'étude de Maître Dubois à 10h du matin. Il m'a accueilli d'un air grave et m'a montré tous les documents que Thomas avait remis. Il y avait une déclaration avec ma signature, mais en l'examinant de plus près, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon écriture. C'était une imitation correcte, mais pas parfaite. Certaines dates étaient incohérentes, les témoins inconnus. Maître Dubois m'a confié qu'en tant que professionnel expérimenté, il avait pressenti quelque chose dès le départ. La précipitation de Thomas, son insistance à accélérer la procédure, ses tentatives pour empêcher le notaire de me contacter directement, tout cela m'avait mis la puce à l'oreille. J'ai demandé au notaire ce que je devais faire. Il m'a conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille et en fraude immobilière, de rassembler toutes les preuves possibles et d'agir rapidement avant que Thomas ne puisse finaliser le transfert. Je suis sortie du bureau de Maître Dubois avec une liste de noms d'avocats de confiance et une détermination que je n'avais plus ressentie depuis la mort de Laurent. La recommandation principale était Maître Véronique Arnaud, avocate spécialisée en droit financier et en fraude familiale, dont le cabinet se trouvait près du palais de justice. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous en urgence pour l'après-midi même. En entrant dans son bureau, j'ai été accueillie par une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris impeccablement coiffés et au regard perçant. Je lui ai raconté toute l'histoire, de la mort de Laurent à la lettre de Maître Dubois. Je lui ai montré tous les documents en ma possession, y compris la procuration originale que j'avais signée et les copies des faux documents produits par Thomas. Maître Arnaud m'écouta en silence, prenant des notes méticuleuses dans son carnet. Lorsque j'eus terminé, elle se laissa aller dans son fauteuil et me confia quelque chose qui allait radicalement changer ma façon d'aborder la question. Elle m'expliqua que nous avions 2 options. La première consistait à confronter Thomas immédiatement, à le dénoncer à la police, à obtenir une ordonnance de suspension des transferts et à engager des poursuites pénales. C'était la voie la plus directe, mais aussi celle qui lui laisserait le temps de détruire des preuves, d'inventer des excuses,
voire de s'enfuir avec d'autres biens dont j'ignorais même l'existence. La seconde option était plus risquée, mais infiniment plus satisfaisante. Nous pouvions le laisser poursuivre son plan, surveiller chacun de ses mouvements, accumuler des preuves irréfutables de ses intentions criminelles, puis frapper au moment précis où il penserait avoir gagné, lorsqu'il serait tellement engagé dans la fraude qu'il ne lui resterait plus aucune possibilité de nier ou de s'échapper. J'ai regardé Maître Arnaud et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un sourire froid, calculé, mais sincère. J'ai choisi la seconde option sans hésiter une seconde. Elle m'a expliqué le plan. Je retournerai en Dordogne comme si de rien n'était. Je ne confronterai pas Thomas. Je ne laisserai rien paraître de mes agissements. Pendant ce temps, elle engagerait un détective privé pour suivre tous les mouvements financiers de Thomas, toutes ses communications avec les faussaires, les agents immobiliers, bref, tous ceux impliqués dans la fraude. Maître Dubois serait mis au courant du plan et coopérerait pleinement, retardant la procédure par des manœuvres administratives si nécessaires, mais sans éveiller les soupçons. L'objectif était de laisser Thomas avancer jusqu'à la fixation de la vente définitive de l'appartement, le moment où il tenterait d'empocher l'argent d'un bien qui ne lui appartenait pas. À cet instant précis, en présence des acheteurs, l'argent presque en main, l'huissier de justice se présenterait avec une injonction du tribunal judiciaire et tout l'édifice de Thomas s'effondrerait publiquement. J'ai signé le contrat avec Maître Arnaud le jour même. Elle m'a dit que l'affaire était si flagrante, la fraude si évidente, que nous n'aurions aucune difficulté à gagner. Mais il nous fallait de la patience. Je suis rentrée en Dordogne par le train de nuit, et tout au long du voyage, j'ai contemplé par la fenêtre l'obscurité française qui défilait, sentant une transformation s'opérer en moi. La Sylvie qui avait pris ce train quelques jours auparavant, la veuve brisée et naïve, n'existait plus. À sa place se tenait une femme qui avait appris une leçon brutale sur la confiance, mais qui ne laisserait pas cette leçon la détruire. Au contraire, elle utiliserait chaque once de cette douleur comme carburant pour s'assurer que Thomas paie pour chaque mensonge, chaque faux document, chaque instant où il avait croisé mon regard en feignant la compassion, tout en ourdissant ma perte. Les semaines suivantes, je poursuivis ma paisible routine en Dordogne. Thomas m'appelait régulièrement, prenant de mes nouvelles, me disant qu'il s'occupait de tout à Paris, que je n'avais à m'inquiéter de rien. Sa voix était douce, attentionnée, parfaitement calibrée, et chaque mot était un mensonge. Je répondais avec une gratitude feinte, disant combien j'avais de la chance de l'avoir dans la famille, combien Laurent serait heureux de savoir qu'il prenait si bien soin de moi. Alors que je feignais l'ignorance, Maître Arnaud et son enquêteur travaillaient méthodiquement. Ils découvrirent que Thomas ne se contentait pas de tenter de céder l'appartement, mais qu'il avait déjà trouvé des acheteurs, un couple d'hommes d'affaires qui avait offert 1 200 000 € pour le bien. Il avait programmé la signature définitive de la vente pour un mardi de juin dans son propre cabinet d'avocat, où il prévoyait de recevoir le paiement par virement bancaire et de présenter des documents falsifiés comme si tout était parfaitement légal. Son audace était sidérante. Non seulement il allait me voler mon bien, mais il allait le faire en utilisant sa propre réputation professionnelle comme une façade de légitimité. Maître Arnaud obtint des copies de toutes les communications entre Thomas et les acheteurs, de tous les documents falsifiés qu'il avait préparés, y compris des courriels où il donnait des instructions à un faussaire sur la manière de reproduire ma signature. Chaque élément de preuve était une pièce du puzzle qui constituait un dossier criminel irréfutable. La veille de la signature prévue, je suis rentrée discrètement à Paris et me suis installée dans un hôtel discret près du Marais. Maître Arnaud avait obtenu une décision de justice extraordinaire. Le juge du tribunal judiciaire, après avoir examiné les preuves que nous lui avions présentées, fut tellement choqué par l'ampleur de la fraude qu'il prononça non seulement l'annulation de la vente, mais également un mandat de perquisition et de saisie de tous les documents se trouvant dans l'agence de Thomas, le gel immédiat de ses comptes bancaires
et une citation à comparaître pour escroquerie et faux en écriture. Délit passible en France des 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. L'huissier chargé de signifier l'ordonnance serait accompagné de policiers, et tout cela se déroulerait précisément au moment où Thomas rencontrerait les acheteurs. Je suis arrivé en taxi au bureau de Thomas à 14 heures, l'heure précise prévue pour la signature. Je me suis posté de l'autre côté de la rue, abrité derrière un café, d'où je pouvais observer l'entrée de l'immeuble. J'ai vu un couple d'acheteurs entrer, tout excités, des dossiers remplis de documents à la main. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient participer à une tentative d'escroquerie. Un quart d'heure plus tard, j'ai vu le fourgon du tribunal s'arrêter devant l'immeuble. Le greffier en est descendu, accompagné de 2 policiers. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Ils sont entrés dans l'immeuble et sont montés au 3e étage, où se trouvait le bureau de Thomas. Maître Arnaud était avec moi au café et me tenait la main pendant l'attente. Elle m'avait prévenu de ne pas monter, que ma présence risquait de compliquer la procédure, mais que le greffier me préviendrait dès que tout serait réglé. 25 minutes plus tard, j'ai vu le couple quitter l'immeuble, complètement désemparé et visiblement furieux. La femme gesticulait avec colère, le mari parlait fort au téléphone, si fort que je pouvais l'entendre même de loin. Ils avaient découvert qu'ils avaient été dupés, que l'appartement qu'ils avaient failli acheter était vendu par un escroc. Quelques minutes plus tard, Thomas est sorti, accompagné de la police. Il n'était pas encore menotté, mais son attitude était celle d'un homme dont le monde venait de s'écrouler. Son visage était pâle, ses mains tremblaient en tenant une mallette, et ses yeux scrutaient la rue comme s'il cherchait une sortie inexistante. Pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés. Il m'a vu, et l'expression de stupeur absolue sur son visage, la soudaine prise de conscience que je savais, que j'avais tout manigancé, qu'il n'était pas le seul à jouer aux échecs, valait bien chaque instant d'angoisse qu'il m'a infligé. Les mois suivants furent marqués par des conséquences désastreuses. Les acheteurs portèrent plainte contre Thomas pour tentative d'escroquerie, réclamant le remboursement des frais de justice et du temps perdu. Céline, découvrant la vérité sur ce que son mari avait tenté de faire à sa propre mère, fut anéantie. Elle vint me voir en pleurs, s'excusant de son aveuglement, de m'avoir encouragé à lui faire confiance, de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs. Je pris ma fille dans mes bras et lui dis que ce n'était pas sa faute. Thomas nous avait tous trompés. Elle demanda immédiatement le divorce et la garde exclusive de Pierre. L'ordre des avocats ouvrit une procédure disciplinaire à l'encontre de Thomas et le radia du barreau. Sa réputation professionnelle était irrémédiablement ruinée. Personne ne ferait confiance à un avocat condamné pour faux en écriture. Quant à moi, j'ai gardé l'appartement rue de la Pompe quelques mois, mais j'ai compris que je ne voulais plus y vivre. Ce lieu était désormais chargé de souvenirs mêlés, ceux de l'amour de Laurent et ceux de la trahison de Thomas. J'ai vendu l'appartement à son juste prix, 1 300 000 €, et j'ai utilisé une partie de la somme pour m'acheter un appartement plus petit et plus moderne dans le 11e arrondissement, près de la place de la République. Avec le reste, j'ai investi dans un projet qui avait toujours été un rêve secret. J'ai ouvert une petite librairie spécialisée en littérature française, classique, un lieu chaleureux où j'organise des clubs de lecture et des ateliers pour les étudiants. Laurent aurait adoré. Céline et Pierre viennent chaque semaine et nous avons reconstruit notre relation, libérée de l'ombre de Thomas. La leçon que j'en ai tirée n'est pas qu'il ne faut pas faire confiance aux gens. C'est que la confiance sans vigilance est naïveté et que la gentillesse n'est pas synonyme de faiblesse. Aujourd'hui, je regarde cette femme brisée qui a signé des procurations sans les lire et je la reconnais à peine. La trahison de Thomas ne m'a pas détruite. Elle m'a reconstruite, plus forte, plus attentive, plus compétente. Et la meilleure vengeance, la véritable justice poétique, c'est qu'il a tout perdu, tandis que j'ai trouvé une nouvelle version de moi-même
dont Laurent aurait été fier.